Et donc nous, notre mission, c'est changer le monde, améliorer le monde. Mais comment on voit ça? C'est aider tous ceux qui ont déjà cette mission. C'est-à-dire il y a pas loin d'1 million de personnes qui travaillent dans le milieu de la solidarité, et dans le milieu des organismes et de la charité. Et puis toutes ces personnes-là, ils veulent profondément améliorer la société. Puis nous, notre ambition, c'est de les aider, de leur fournir les bons outils qui vont faire que leur travail soit efficace. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Servir des repas aux itinérants, offrir du répit à domicile ou de l'accompagnement en fin de vie, ramasser des déchets, plier et affranchir du courrier, classer des documents ou encore accueillir des invités lors d'événements bénéfices, les petites mains bénévoles s'affairent à faire une différence dans la communauté. Aide ou entraide, don de soins individuels, engagement social ou participation citoyenne active, le bénévolat prend de nombreuses formes et ses pratiques sont en mouvement. Il est loin, bien loin le temps du catholicisme social et de l'émergence du bénévolat comme secteur. Celui-ci est devenu au fil des décennies un sujet d'étude à part entière et un véritable enjeu sociétal. Nous allons voir que le bénévolat rime aussi avec entrepreneuriat social grâce à l'entreprise Simplique qui a décidé de jouer les entremetteurs en opérant la rencontre entre aspirants bénévoles et organisations inspirantes. Je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois François Dequéré et Thibaut Jorroux, les cofondateurs de Simplique. François Dequéré, Thibaut Jorroux, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez créé Simplique en 2016, une plateforme web et mobile qui a pour mission d'encourager et de faciliter le bénévolat grâce à un service de géolocalisation. Avant de devenir entrepreneur, vous avez tous deux étudié à Polytechnique Montréal où vous vous êtes rencontrés. C'est ça. En 2017, vous avez fait partie des 10 finalistes du concours Mouvement organisé par Novae. La même année, vous avez reçu le prix d'excellence des jeunes leaders du 375e de Montréal. Et en 2018, vous avez participé à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors, avec Philanthropio, on essaie de comprendre ce qui anime les acteurs de changement dans l'industrie philanthropique et qui ils sont. Dans un premier temps, j'aimerais bien savoir comment 2 ingénieurs fraîchement diplômés en viennent à délaisser respectivement le génie civil et le génie mécanique pour offrir des services aux OBNL. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre relation à la philanthropie, de vos premières initiations au bénévolat, de votre héritage familial? François, je sais que tes parents faisaient énormément de bénévolat, à tel point que quand tu étais petit, tu leur demandais d'en faire moins, car tu trouvais qu'ils rentraient trop tard à la maison. C'est vrai. Je t'ai raconté ça tout à l'heure ou comment tu as su Je l'ai entendu lors d'une de tes conférences dernièrement. Donc, Oui, c'est vraiment ça. Ils étaient tous les deux très impliqués, soit beaucoup avec la municipalité et avec l'école, c'est-à-dire comme les parents d'élèves qui font des choses pour l'école, etc. Et c'est vrai que mes frères et moi, on leur demandait de faire moins de bénévolat, puis ils avaient monté une association avec des amis à eux. Donc oui, on leur demandait d'en faire moins pour rentrer plus tôt, être à la maison. Mais dans le même temps, c'est un petit peu ce qui t'a donné la piqûre du bénévolat, cette transmission parentale, du don de soi Non, c'était l'ennemi en fait, le bénévolat. Mais non, je pense que oui, le fait de... Je ne sais pas exactement de quelle manière ça a été transmis, mais le fait de faire des choses qu'on pense être utiles aux autres ou de vouloir s'impliquer quand on pense qu'on peut faire une différence ou qu'on peut améliorer la communauté, je pense que c'est sûr que ça a été là depuis le début. Donc ça fait longtemps. Ok. Et toi, Thibaut, de ton côté ?
Alors moi, de mon côté, en fait, c'est surtout du côté de mon père, où même mon grand-père, ils étaient élus. C'était des élus locaux en France, donc dans des petits villages de 1000-1500 habitants. Et donc il y a eu beaucoup, c'est de la politique, mais très terrain. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien. Donc quand j'étais plus petit, même toute mon adolescence, je l'ai passé à... dès qu'il y avait des repas le samedi à la salle des fêtes, etc., on montait sur le camion, qu'a mon père, un camion de l'armée, et on allait récupérer des tables, des chaises, et c'est nous qui installions toutes les installations pour les repas. Donc voilà, c'est ça. J'ai fait beaucoup, pas dans des associations, mais pour aider la mairie de mon village ou des choses comme ça. À côté de ça, mon père, il était bénévole à l'école de rugby, donc je fais du rugby depuis tout petit. Et mon père était entraîneur de rugby là-bas, donc ça, il donnait beaucoup de son temps niveau rugby et au niveau de la mairie. Donc c'est pas vraiment associatif comme on fait maintenant. Enfin, associatif, je parle niveau des associations c'est ça. Des œuvres de charité, mais plutôt des... Ouais. Mais c'était plus dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Ok, parfait. Et donc j'en viens à la question, mais qu'est-ce qui vous a motivé à créer Simplique ? Là, je te laisse commencer, François. Peut-être parler d'abord de votre rencontre à Polytechnique Montréal ? Oui, en fait, comment on s'est vraiment rencontrés par Simplique, en fait. C'est-à-dire que, je vais répondre tu raconteras, mais Thibaut, il faisait plutôt le volet il était beaucoup dans le développement durable. Moi, ce qui m'a amené du côté de Simplique, c'est qu'en fait, je cherchais à faire du bénévolat. Donc, je suis arrivé à Montréal quand on arrive dans une nouvelle ville, il y a un certain nombre de choses qu'on veut faire. Puis moi, il y avait jouer au soccer et faire du bénévolat. Je voulais vraiment m'impliquer dans la nouvelle communauté. Et je trouvais ça pas facile, en fait, de savoir quoi faire. J'avais un emploi du temps à la maîtrise, puis plein d'occupations. Et je trouvais ça difficile de trouver un organisme qui corresponde à mon horaire et à mes compétences. Mmh. Et donc, c'est cette frustration-là qui m'a amené à... C'est ça, j'en parlais à mes amis, de dire il faudrait qu'on essaie de faciliter le bénévolat. C'est ça. Et un de ses amis, en fait, il était... donc, j'étais à la maîtrise recherche, donc je travaillais dans un labo de recherche. Et en fait, dans ce laboratoire, mon copain, celui qui était juste à côté de moi, c'était un des amis de François qui travaillait un petit peu sur ce projet de faciliter le bénévolat. D'accord. Et donc moi, déjà, je suivais des cours de développement durable. Enfin, c'est un domaine qui m'intéressait. Essayer de travailler pour améliorer la société d'une façon durable. Et donc ça, j'ai entendu parler de ce projet. Ils cherchaient à développer un site web. C'était vraiment le tout début. Et je leur ai dit, moi, je suis capable de faire ça. Puis après, voilà, je suis rentré dans le projet comme ça. Et puis au final, on s'est retrouvés à tous les deux à continuer Simplique après les études. Donc finalement, c'est un peu une relation commune qui vous a connectés. C'est ça. Puis cette personne aujourd'hui, elle n'est plus du tout dans le portrait de Simplique ? Elle n'est plus, mais elle travaille ponctuellement côté développement web, justement. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. La semaine prochaine, elle sera là à nos bureaux pour coder avec nous pour certaines fonctionnalités. Okay. Donc c'est très ponctuel, mais elle est toujours en relation avec nous. Je crois que vous aviez évoqué aussi le sous-engagement de la jeunesse dite milléniale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a incité également à créer Simplique ? Oui, c'est une bonne... c'est vrai que c'est lié. En fait, c'est un constat mélangé de se dire il y a trop peu de gens qui veulent faire du bénévolat et quand ils veulent en faire, en fait, c'est très difficile. Quand on sait que réserver un hôtel ou trouver l'information pour n'importe quoi, c'est toujours... très très simple sur le web, mais quand on se dit je vais donner de mon temps gratuitement pour aller aider les autres, là ça devient difficile et donc on se disait c'est quand même incroyable que la chose qui devrait être la plus encouragée parce que c'est pour le bien de la communauté et parce que trop peu de personnes le font, c'est très difficile à faire alors que des choses qui servent nullement à la société comme réserver un hôtel, c'est très très simple à faire. Et d'autant plus que les milléniaux, justement, grâce à ces systèmes, ils sont habitués à trouver tout assez facilement. Ouais. Du coup, c'est ça allait entraîner une baisse justement de l'engagement des milléniaux, d'où l'importance de créer ce genre d'initiative. Ok, donc si je comprends bien, c'était plus pour répondre aux habitudes de consommation finalement des milléniaux.
que pour répondre à un sous-engagement de la jeunesse, parce qu'on le rappelle quand même qu'au Québec, le bénévolat, c'est obligatoire. Et puis, il y a des statistiques aussi qui ont démontré que les pourcentages étaient quand même assez honorables. Donc, si on se fie à l'étude sur le bénévolat au Québec de 2004 à 2013, en 2013, justement, 40,1% des jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans ont fait du bénévolat. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et selon le portrait des bénévoles de 16 à 65 ans du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, qui a été produit en décembre 2017, en 2012, les jeunes de 16 à 19 ans sont plus nombreux en proportion, donc 46%, à avoir fait du bénévolat que les Québécois des autres groupes d'âge. Donc ce sont quand même des statistiques qui sont intéressantes. Après la rencontre, tout est allé assez rapidement. Racontez-nous un petit peu comment s'implique et passer d'un projet étudiant à un projet entrepreneurial. Donc en fait, ça a commencé, au début on s'est dit, on lance cette plateforme où on va mettre en relation, un peu comme Airbnb, des organismes avec des gens qui cherchent à faire du bénévolat. En fait, on s'était dit, on veut avoir un gros impact. Et pour avoir un gros impact, on se disait, il faut réussir à créer un produit qui soit propre, etc. Et essayer d'avoir de l'argent pour grossir notre équipe. On est parti dès le début avec ce constat-là, en se disant, on aime beaucoup le local, mais on s'est dit, pour avoir un impact important, il faut qu'on sorte de ce local pour aider justement, enfin notre mission, c'est aider tous les organismes qui agissent localement à avoir un plus gros impact en fait. Donc directement, on s'est dit comment on peut être rentable à ce niveau-là. Et en fait, on a trouvé les écoles. Donc comme tu as dit, le bénévolat est obligatoire dans beaucoup d'écoles au secondaire. Et donc en fait, on s'est tourné vers elles parce qu'elles avaient un besoin pour suivre le bénévolat des élèves. Donc ça se faisait avec l'élève aller faire du bénévolat, il remplissait une fiche de présence qu'il devait ramener au professeur. Le professeur se retrouvait avec plein de fiches de présence. Il pouvait y avoir des pertes, enfin c'était compliqué. Et en fait, elles avaient un besoin d'informatisation de ce système-là. Et donc on les a rencontrées, on a vu qu'il y avait un énorme besoin. Donc c'est dès 2016, on en a prévendu donc deux écoles qui allaient utiliser notre plateforme pour le bénévolat de leurs élèves. Et dès l'année suivante, on était passé à 25 écoles qui utilisaient notre service. Donc il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Donc ça permettait de rentabiliser et surtout de faire que dès le départ, on voulait que les organismes ne payent rien, que ce soit entièrement gratuit pour les non-profits et pour les bénévoles, naturellement. D'accord, donc ça c'était la base de votre modèle d'affaires quand vous avez intégré District 3, qui est donc l'incubateur de start-up de l'Université Concordia. Oui. Ok, c'était la prémisse de base. Et puis, oui, tout à fait. En fait, quand on est arrivé là-bas, on avait déjà prévendu l'accès aux deux écoles. Bon, on n'avait même pas une ligne de code encore qui était écrite. Et Thibaut soutenait sa maîtrise en août et la rentrée, c'était en septembre. Donc là, je pense que c'est l'été où Thibaut a le plus travaillé de toute sa vie. Mais bon, c'est ça, on a réussi à lancer la plateforme complète donc en septembre. Puis un an après, c'était 25 écoles, donc plus de 20 000 élèves qui l'utilisaient. Donc on a réussi à faire un lancement rapide. Et puis c'est aussi justement grâce à District 3 qui nous a donné, qui nous a conseillé et donné de l'aide sur toutes les compétences entrepreneuriales en fait. Votre modèle de rentabilité, donc on l'a dit, était basé initialement sur la vente de services auprès des écoles. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu plus de l'offre que vous avez développée par la suite pour le milieu corporatif ? Vous avez notamment créé une plateforme spécifique aux besoins de la semaine de la coopération Desjardins. Exactement. En fait, quand on est arrivé assez rapidement à un nombre, donc à une trentaine d'écoles à travers le Québec. Et là, c'est le moment où on s'est dit comment on peut augmenter encore notre impact au Québec, c'est-à-dire quelles sont les personnes suivantes qu'on peut encourager à faire du bénévolat. Et c'est à ce moment-là qu'on a contacté des entreprises. On a créé aussi la page du bénévolat corporatif qui recense toutes sortes d'idées quand on a un groupe dans une entreprise. Et ça a fini avec la semaine de la coopération. D'ailleurs, on vient de l'ouvrir là, celle de 2019. Donc, c'est encore plus d'employés de Desjardins qui vont s'impliquer à travers la plateforme. Ça, on parle de combien d'employés ? L'an dernier, il y a eu 2000 employés, 2000 bénévoles qui ont participé à des activités de bénévolat. Ok. Et cette année, je crois qu'ils visaient... il n'y avait pas de chiffre, mais c'est ça. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible des 45 000 employés
de Desjardins. On pense raisonnablement, ça peut être entre 5 et 10 000 cette année. Oh, quand même. Oui, donc L'an dernier, c'était l'année du lancement, donc c'est ça, c'était pas encore connu chez Desjardins. Puis même une fois que c'était passé, on nous a dit qu'il y a des employés qui ont appris qu'il y avait eu cette semaine. Enfin, comme Desjardins, c'est une énorme machine, et du coup, la communication, des fois, quand tu es employé, il y a plein de choses qui se passent partout. Donc, tu n'en as pas entendu parler, et donc il y en a qui revenaient, qui disaient « Ah, il y a ça qui s'est passé, j'ai pas pu être bénévole, mais l'année prochaine, j'ai envie de m'impliquer. » Donc, c'est à cette année, on espère qu'il y aura encore plus d'employés qui vont s'impliquer. Et comment ça fonctionne concrètement, cette plateforme ? Est-ce qu'il y a un système de tracking des heures qui sont effectuées par les employés ? Qu'est-ce que vous fournissez concrètement comme service aux entreprises ? En fait, c'est vraiment un Simplique pour Desjardins, c'est-à-dire que eux, c'est des besoins très spécifiques, vu que c'est une semaine exactement en octobre, c'est du bénévolat soit en équipe, soit de compétences. Et donc finalement, il y a un accès pour organisme, comme si un organisme s'inscrivait sur Simplique, mais il s'inscrit sur Simplique pour Desjardins. Puis le formulaire, il met des offres qui correspondent bien aux besoins, aux disponibilités des employés. Puis après, le système est pensé pour faciliter le bénévolat en équipe. Donc il y a un chef d'équipe à chaque fois. Et puis ce chef d'équipe, il va essayer de mesurer aussi bien que possible l'impact qu'ils ont eu. D'accord. C'est ça, et concrètement, c'est une carte comme le Simplique normal, avec du coup toutes les opportunités de bénévolat, et les employés viennent et s'inscrivent. Et voilà, et à la fin, il y a un petit rapport avec le nombre d'heures. Puis les employés, puis même en fait, ils ouvrent, ce qui est assez cool, c'est qu'ils l'ouvrent au grand public. Un peu comme tous nos outils qui sont toujours ouverts au grand public. Là, c'est pareil, un particulier peut aller sur la plateforme et rejoindre une activité où il y a des employés de Desjardins qui font du bénévolat. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, si ils se positionnaient sur les mêmes offres de bénévolat ou si c'était distinct. C'est des offres différentes, mais qui sont ouvertes aux particuliers. D'accord. Donc c'est pour ça, là, ils ont fait un appel d'offres pour les organismes en disant à tous les organismes de leur réseau venez poster vos opportunités de bénévolat pour cette semaine-là, mais qui restent publiques. Les bénévoles ont tendance à faire plus de dons que la moyenne, on le sait. Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir également une plateforme de dons ? Non, en réalité, on a fait la transition. C'était en discutant avec les organismes, on s'est rendu compte qu'un autre problème qu'ils avaient, outre trouver des bénévoles, c'était pour leur levée de fonds, récolter des dons, etc. Les plateformes sont assez chères, c'est-à-dire que les plateformes habituelles prennent 3-4% sur les dons et peuvent demander une contribution après, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un système où il y aurait zéro frais. On a vu un système en France qui marchait de la sorte, c'est-à-dire que quand vous donnez $100 à un organisme, il n'y a pas $95 qui va dans sa poche, mais il y a vraiment $100 qui va dans sa poche. Et c'est juste le donateur, donc c'est entièrement transparent. Le donateur, il peut laisser un petit pourboire, une petite commission pour nous soutenir dans cette mission. Donc voilà, ça a fonctionné en Europe. On s'est dit, pourquoi pas essayer de lancer ça, ça va aider les organismes, ça rajoute de la transparence dans le système. Donc voilà, on a lancé ça, c'était en octobre 2018. Et là, tu parles de quelle initiative en France qui a mis en place ce système En France, ça s'appelle Hello Asso en France. Oui, d'accord. Qui a mis en place ça. Donc en plus, c'est bien, c'est on a eu la chance de pouvoir les rencontrer pour leur demander comment ils ont lancé ça. Puisque notamment, ils ont été encore plus courageux que nous, vu qu'eux, ils l'ont inventé, ce modèle complètement gratuit. Puis nous, finalement, on a trouvé ça assez génial, et donc on l'a mis en place ici, sachant que ici les transactions sont plus chères à sécuriser, donc c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place, mais les gens sont plus généreux avec les contributions libres, puisqu'ils apprécient particulièrement le fait que 100% des dons reviennent aux organismes soutenus. Oui, et puis il y a aussi ici beaucoup la culture de quand un service est bon, de participer à mettre quelque chose, comme la culture des pourboires en fait. Oui. Donc justement, quel retour pouvez-vous nous faire à ce sujet depuis sa mise en place ? Ça a été vraiment une belle confiance des organismes. Je pense que si on n'avait pas fait tout ce qu'on avait fait avant avec le bénévolat, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais très vite, des organismes vraiment d'ampleur, comme l'itinéraire, comme des SPCA, des banques alimentaires, même la Fédération québécoise des vétérans qui nous ont fait confiance,
pour essayer la plateforme. Et puis, aujourd'hui, c'est chaque mois, je pense que c'est ça. Chaque mois, le volume de dons qui passent par la plateforme augmente et on arrive à faire... Nos outils sont utilisés par de plus en plus d'organismes. Alors justement, parlons chiffres et statistiques. S'implique en chiffres, ça donne quoi ? Quelles sont vos statistiques en termes de profil utilisateur ? Combien d'organismes répertoriés ? Quel volume de dons effectués via votre plateforme ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu comme statistiques ? Alors, en termes de... Je pense qu'en ce moment, il y a trois statistiques. En termes de bénévoles, on avait passé les 30 000 bénévoles. Donc, ça. En termes d'organismes, on a passé les 2000 organismes sur la plateforme, sachant que ça ne compte pas ceux qui ont mis sur Desjardins, donc même un peu plus si on compte tous ceux qui ont participé sur la plateforme. Après, dans les 3 premiers mois, il y a eu $300 000 de dons qui sont passés par la plateforme. Donc ça ressemble à ça, le début des dons, puis ça augmente chaque mois. Dans les visiteurs uniques, il y a eu quand même 250 000 personnes différentes qui sont venues sur le site. Donc ça commence à être quelque chose au Québec. Et puis on avait mesuré le nombre d'heures, mais le nombre d'heures, on le mesure à Noël à chaque année. C'est vrai que j'ai oublié, je crois que c'était 150 000 heures ou quelque chose comme ça. C'était un peu au-dessus de 100 000 heures, peut-être 120 000 heures, quelque chose comme ça sur l'année. D'accord. Quels ont été les plus grands défis à surmonter depuis la création de S'implique ? Oh là là, c'est... je pense que... Le premier défi, je pense, ça a été quand on a vendu aux écoles, aux 2 premières écoles, sans avoir aucune plateforme derrière, en leur disant voilà, on a une plateforme pour le bénévolat des élèves, alors qu'on n'avait pas. Ça a été de la coder et de deliver, enfin de sortir quelque chose qui fonctionne, parce que ça sert à rien de faire un lancement raté. Donc ça a quand même été le défi du début et qui a parfaitement fonctionné, enfin puisque des écoles ont rejoint après, donc c'est qu'elles ont eu un bon écho de ce qu'on avait fait. Ensuite, ça a été peut-être de pivoter, de trouver par exemple la formule des donations pour réussir à accroître notre impact. Parce qu'une fois qu'on avait eu ces écoles au Québec, etc., et qu'on voulait continuer à grossir, par exemple les écoles en Ontario, c'est un système complètement différent, donc il fallait vraiment adapter des choses, etc. Et je pense que c'était un bon choix maintenant de passer aux donations pour continuer à faire grossir notre impact et à aider les organismes à atteindre leurs objectifs. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est savoir dire le moment où, ok, est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on faisait avec les écoles, mais aller en Ontario ou dans d'autres, c'est ça, continuer dans le milieu scolaire, mais peut-être au cégep, ou de se dire, ok, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire de complètement... toujours dans le même but d'aider les organismes, mais d'aller chercher de nouvelles idées comme le bénévolat corporatif et se lancer dans un nouveau projet, ou ajouter les donations et se lancer dans de tout nouveaux outils pour organismes. Et ajouter la billetterie, parce que c'est ce qu'on a fait aussi récemment. Oui. C'est qu'on a lancé une billetterie gratuite sur le même modèle que les formulaires de dons. Donc c'est-à-dire les billets comme quand vous faites un Eventbrite. Quand vous organisez un événement, votre billet, il n'y aura aucun frais de transaction là-dessus, et c'est pareil, c'est l'acheteur qui peut laisser un petit pourboire pour soutenir cette mission, qui ajoute de la transparence, etc. dans le système. Je pense que le volet le plus difficile au fond, c'est le bénévolat corporatif. Il y a eu vraiment un moment où on s'est dit, est-ce qu'on continue ? Donc on a fait les projets comme la page pour trouver des opportunités au Québec, ou le gros projet avec Desjardins, et il y a eu vraiment un moment où on s'est dit, est-ce qu'on veut continuer à essayer de faire d'autres gros projets comme ça, un par un, comme des Desjardins, enfin, compagnie après compagnie, quitte à aller chercher à d'autres endroits, même en Ontario ou d'autres industries, ou se dire, ça finalement c'est pas ce qui nous plaît le plus de faire ces plateformes. Ce qu'on veut, c'est avant tout faire des outils pour organismes, et se dire, on le fait parce que ça fait partie de notre mission, mais on va aller faire d'autres outils et on va aller aider les organismes. Je pense que ça, c'était la décision la plus difficile et sur laquelle on a le plus réfléchi, de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, nous, et qu'est-ce qu'on a envie de construire. Et ce qu'on a envie de construire, c'est vraiment quelque chose qui impacte les organismes à très grande échelle
et donc plus que projet après projet avec des grandes entreprises. D'accord. Et l'arrimage de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des besoins des organismes et des envies des bénévoles, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a préoccupé ? Ça nous a préoccupés, mais ça c'était plutôt dans les défis sympas à avoir, c'est-à-dire que c'est sûr il y a eu beaucoup d'évolutions depuis le début, comme les organismes, quand on leur demande, eux ils ont que des besoins à long terme avec des personnes qui s'impliquent pendant 1 an minimum. Les jeunes, tu leur demandes 2 heures déjà, c'est pas mal. Donc faire le pont entre les deux, c'était vraiment quelque chose. Je pense qu'on a surtout réussi à pousser vers les événements court terme parce qu'on les a rendus simples à créer. En fait, pour les organismes, ils peuvent créer, je ne sais pas s'il y a un souper un soir, ils peuvent mettre une demande de 3 bénévoles, ça leur prend 5 minutes. Et donc c'est ça qu'on a réussi à... En fait, on a réussi à pousser les organismes à poster ce type d'opportunités. D'accord. Et l'adoption des outils technologiques par les organismes, est-ce que c'est quelque chose qui a été aisé dans votre démarche de prospection ? Est-ce que vous avez senti que c'était un peu un point de blocage ou... C'est sûr que, il y a beaucoup de... Il y a un peu de tout au niveau des organismes, dans le sens où il y en a très jeunes, très habitués à la technologie, et des personnes plus vieilles, plus âgées, qui elles sont moins habituées. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu à cœur de faire quelque chose de très user-friendly, c'est-à-dire de très facile à utiliser. Et on a beaucoup réfléchi à comment faire que poster son activité ou s'inscrire à la plateforme, poster son activité, ça peut être fait en une quinzaine de minutes maximum, et avec quelque chose qui est assez intuitif. C'est quelque chose qu'on a travaillé, pareil, essayer d'être utilisable sur Internet Explorer. Par exemple, c'est plus développé depuis quelques années. C'est quand même essayer d'être accessible via ce genre de navigateur pour que les personnes moins habituées avec la technologie puissent quand même accéder au site et faire des choses assez simples pour trouver des bénévoles. Alors après 3 ans d'activité et de travail avec le milieu des OBNL et corporatifs, quels apprentissages avez-vous fait et quelle expertise avez-vous développée ? Moi, le premier apprentissage personnel, c'est vraiment voir la différence entre le moment où tu fais quelque chose un peu utile, moyennement utile ou très utile pour les gens avec qui tu travailles, donc par exemple les organismes. Donc typiquement, ça a beaucoup évolué selon les moments, les personnes qui tiraient le plus de valeur de ce qu'on faisait. Et quand on a commencé, on ne savait pas bien voir la différence entre quelqu'un qui dit « Ah ouais, c'est cool » ou quelqu'un qui dit « Ah ouais, c'est vraiment cool ce que vous faites ». Et les personnes qui disent « Ouais, c'est cool », souvent c'est par politesse, mais en fait, ils peuvent te faire perdre beaucoup de temps et d'énergie parce que tu fais des choses pour eux, parce qu'ils ont dit « Ouais, il a dit « Ouais, c'est cool ». Mais en fait, il dit ça surtout parce que il aime bien la mission, mais lui, personnellement, c'est pas ce qu'il lui faut. Donc, faire la différence entre ce qui est de la valeur perçue, finalement, des outils qu'on fait par les gens. François, tu as participé en octobre dernier à la journée d'études sur les transformations, enjeux et défis du bénévolat, organisée par Bénévolat en Mouvement, un groupe de recherche interuniversitaire sur la mouvance des pratiques de bénévolat créé en 2017. Le groupe a produit un répertoire des nouvelles pratiques de bénévolat faisant état des différentes modalités d'implication. Le réseau de l'action bénévole du Québec, qui était aussi convié à l'événement, a présenté son portrait des bénévoles et du bénévolat, paru fin 2018. Peux-tu nous partager les principaux points qui sont ressortis de ce rassemblement ? Il y a énormément de nouvelles tendances, beaucoup sur l'implication, le type d'implication, c'est-à-dire avant c'était beaucoup les retraités, les personnes âgées, c'est encore en volume d'heures, c'est encore très important. Mais il y a vraiment une manière de s'impliquer qui est nouvelle, notamment corporative, notamment jeune, avec beaucoup plus d'utilisation des compétences, c'est-à-dire c'est de plus en plus encouragé quand on est soit au cégep, soit à l'université, soit travailleur, de mettre à profit ces compétences pour des organismes. Je pense par exemple même au HEC Montréal où je ne sais pas où ça en est, mais c'était sur le point d'être validé comme un cours, d'avoir fait une session à faire du bénévolat de compétences pour un organisme. D'accord.
Donc il y avait eu un certain nombre de pratiques. Est-ce qu'on ne parlerait pas finalement d'une certaine forme de professionnalisation du bénévolat qui donc se concrétise notamment par une montée du bénévolat de compétences ? C'est ça, maintenant c'est quelque chose qui apparaît beaucoup sur le CV, du moins en Amérique du Nord, en Europe c'est très différent, mais c'est quelque chose qui doit apparaître sur un CV presque. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait du bénévolat pour avoir un CV qui tient la route. Et ça, là, on l'a beaucoup vu quand on s'est concentré sur le bénévolat corporatif. Là, on a vraiment vu qu'il y avait un vrai besoin de faire du bénévolat même pour sa carrière professionnelle. En fait. Donc, si on résume un petit peu, la réalisation de soi, elle est très importante finalement dans le bénévolat. On parle de bénévolat réflexif, centré sur l'expérience individuelle. On est en plein dans l'ère du développement personnel, donc il y a peut-être des liens à faire entre tout ça. Puis peut-être une tendance au micro-bénévolat aussi, rapide à effectuer, nécessitant peu de formation, avec des engagements court terme. Moi, j'ai un petit peu écouté les échanges de cette journée d'études que je partagerai dans les notes du podcast, mais c'était très très intéressant et on a même parlé de bénévolat épisodique et de bénévolat dit USB. Alors j'ai trouvé intéressante cette formulation. Donc le bénévole qui se branche et se débranche quand il veut et peut. Ouais, je me souviens, c'était une super formulation. Puis nous, c'est sûr que pour un organisme, ça peut faire un peu peur. Mais ce qu'on met beaucoup en avant, c'est que c'est aussi un premier contact. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un de se dire aujourd'hui, OK, pendant la prochaine année, je vais faire du bénévolat avec cet organisme et puis je vais m'engager sans jamais avoir parlé à personne là-bas. Donc c'est sûr que le fait d'encourager ces petites actions, c'est vraiment une manière de convertir ensuite les bénévoles à revenir. C'est peut-être plus de contraintes au sein d'organisations qui sont limitées en ressources humaines, qui n'ont peut-être pas forcément de personnes dédiées à la gestion des bénévoles. C'est certain que quand on doit passer par des vagues de recrutement successives, ça peut générer une surcharge de travail versus... C'est pour ça que s'impliquer là, pour essayer de faciliter le recrutement de ces bénévoles pour des activités court terme. Ok. Comment souhaitez-vous faire évoluer S'implique dans les prochaines années ? C'est ça, la mission, on l'a élargie. Donc, le but au début, c'était juste faciliter le bénévolat. Puis aujourd'hui, c'est aider les organismes à avoir un plus fort impact. Notre secret, c'est que c'est pas aider que les organismes à avoir un plus fort impact. En fait, c'est aider tous ceux qui veulent faire une différence à faire cette différence. Donc, aussi bien les personnes par le bénévolat ou les dons, ou par les organismes pour mieux recruter des bénévoles ou recevoir plus de dons. Et puis, en fait, nous, notre ambition, c'est faire tout ce qu'on peut pour que l'impact des organismes soit multiplié. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde la section à propos d'un organisme, donc en général, il y a une première mission, par exemple, si tu regardes Emma Québec, c'est faire en sorte que les banques de sang soient remplies pour que les personnes aient une meilleure santé. Puis si tu pousses très très loin, à la fin, en gros, c'est changer le monde, améliorer le monde, avoir un impact positif. Et donc nous, notre mission, c'est la même, c'est changer le monde, améliorer le monde. Mais comment on voit ça ? C'est aider tous ceux qui ont déjà cette mission. C'est-à-dire, il y a pas loin d'1 million de personnes qui travaillent dans le milieu de la solidarité, dans le milieu des organismes et de la charité. Et puis toutes ces personnes-là, ils veulent profondément améliorer la société. Puis nous, notre ambition, c'est de les aider, de leur fournir les bons outils qui vont faire que leur travail soit efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça leur permet de recevoir des dons facilement sans avoir de frais, d'organiser des événements, de recruter des bénévoles. Mais à l'avenir, on se laisse vraiment tout ouvert tant que ça aide les organismes à augmenter leur impact. C'est vraiment ça le critère qui va driver nos décisions et motiver finalement notre travail. Est-ce que vous avez une volonté d'expansion à travers le Canada, les États-Unis Ouais, justement, toujours dans cette idée de changer le monde. Nous, on va avoir le plus grand impact possible. Donc ça passera par une expansion géographique aussi. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire, là, on est très concentré sur le Québec, mais ça passera, par passer par le Canada dans son entièreté et l'Amérique du Nord dans son entièreté. Et pourquoi pas l'Europe ? Et pourquoi pas l'Europe un jour ?
Je crois que vous aviez mentionné dans une interview la possibilité de développer une dimension ludique avec un système de récompense pour les bénévoles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte toujours dans la tête ou Ouais, c'est ça. On l'a fait surtout au début quand on a vu, quand on a essayé de lancer ça. On a vu les associations, c'est sûr qu'elles ont besoin de bénévoles, donc elles venaient très, très, très facilement. Mais après, fallait qu'il y ait assez de bénévoles pour soutenir cette recherche de bénévoles. Et avant qu'il y ait les écoles, il y avait peut-être des défis. Nous, on essayait de chercher donc, de ce côté-là. Donc on avait parlé avec la ville de Montréal, essayer de voir si par exemple on pouvait avoir des réductions STM après des paliers d'heures de bénévolat, des choses comme ça. Donc on avait réfléchi à tout ça. Puis en fait il y a eu les écoles qui sont arrivées, donc beaucoup de travail sur les écoles, donc on a un peu abandonné ce côté-là. Mais c'est quelque chose qu'on garde en tête et voilà, si on peut faire quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire récompenser l'engagement bénévole sur notre plateforme. Donc nous, c'est ce qui est bien avec notre plateforme, c'est que tu peux suivre ton impact, c'est-à-dire que à chaque fois que tu as fait du bénévolat, tu peux mettre tes heures de bénévolat, etc. Donc ça, si on peut récompenser les bénévoles qui font le plus d'heures, c'est quelque chose qu'on garde en tête et qui pourrait être implémenté dans le futur. Et puis il y a des petits badges aussi pour t'encourager quand tu fais du bénévolat et que tu rentres tes heures. Mais bon, c'est quelque chose qu'on aimerait bien. C'est comme il y a tellement de choses à faire, mais c'est quelque chose qui pourrait être plus développé, mais on a fait déjà des petits badges en fait, qui te permettent, comme si tu fais du bénévolat 3 fois, tu as un petit badge pour te récompenser qui apparaît sur ton profil, des choses comme ça. D'accord. Comme une petite médaille. Ok, donc par petites touches, petit à petit. Ouais, tout à fait. Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres. Le ministère du Travail estime qu'environ 1,18 million de travailleurs auront quitté le marché de l'emploi entre 2017 et 2026. Donc je ne peux m'empêcher de vous demander si vous n'êtes pas tenté d'élargir votre cible aux futurs retraités. Ah si, nous, tant que ça facilite la vie à des gens, on est OK. Donc ça va passer par là et ça reste dans cette idée de faciliter, d'avoir quelque chose de très simple à utiliser. Mais de plus en plus, les retraités sont habitués à utiliser l'informatique. Donc c'est pas... au début, il y a 3-4 ans, c'était peut-être un défi. Mais je pense que de plus en plus... les gens ont le réflexe d'aller vers la technologie pour faire tout ce qui est possible de faire au quotidien. Et je pense que les retraités peuvent rentrer dans cette cible-là. Ouais. On parle de plus en plus de mutualisation, de collaboration, de co-création dans le secteur. Et en matière de bénévolat, il existe de nombreuses ressources, mais elles sont très disparates. Donc je pense bien sûr au Centre d'action bénévole, mais aussi à Bénévoles Canada, au Conseil des entreprises pour le bénévolat qui a été créé en 2005, au Réseau de l'action bénévole du Québec, à l'Institut canadien pour l'engagement des entreprises et des collectivités, ou encore au réseau Bénévoles d'affaires et Bénévoles d'expertise. Avez-vous tenté des approches partenariales avec certains acteurs de l'engagement bénévole ? On a tenté quand même avec énormément. Je ne sais plus si c'était... je pense qu'on a au moins essayé avec une vingtaine de centres d'action bénévoles. Puis il y en a beaucoup qui sont en fait sur Simplique ou qui sont des relais en fait de la plateforme. D'accord. On est passé vraiment pas très loin de faire plateforme commune avec le Centre d'action bénévole de Montréal il y a quelques années. Mm-hmm. En fait, moi ce que je pense, c'est que souvent on pointe du doigt que justement il y a plein de ressources différentes, mais en fait c'est aussi très très compliqué de se mettre à plusieurs et de faire quelque chose, c'est-à-dire que chacun a son produit, ses priorités, ses objectifs, son calendrier. Et donc, si tu veux faire travailler ensemble autant d'acteurs, c'est tellement compliqué que le résultat, j'ai l'impression qu'il va arriver tellement plus tard et qu'il ressemblera à ce que personne ne voulait. Que finalement, moi, je suis arrivé au moment où c'est tous des personnes où on trouve ça excellent ce qu'ils font. Les centres d'action bénévoles, surtout sur le terrain, dans chaque localité, ils ont un impact extraordinaire. Mais finalement, chacun pousse... Je pense dans la bonne direction, c'est-à-dire que chacun va trouver sa cible et va aider d'une manière ou d'une autre à l'implication. Et donc moi, en fait, la phrase que je déteste, c'est il faut pas réinventer l'eau tiède, c'est-à-dire dès que quelqu'un fait quelque chose qui se fait un petit peu ailleurs, dans le milieu communautaire, les gens vont dire faut pas réinventer l'eau tiède. Donc oui, faut pas faire les mêmes erreurs ou faire exactement la même chose au même endroit que quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça bien qu'il y ait plein de projets et plein de manières d'encourager le bénévolat. Et je trouve que c'est vraiment pour le mieux, en fait, qu'il y ait une diversité de projets.
Et puis des autres exemples, c'est parfois il y a des partenariats qui se font super bien. Donc là, c'est par exemple plutôt sur les dons. Il y a beaucoup de bases de données de gestion de donateurs. Et là, on a fait des partenariats qui se font super vite justement avec des bases de données, puisque nous, on fait vraiment les formulaires de paiement. Donc par exemple, on a nos amis, ça s'appelle Unabureau, c'est comme ils font du conseil en Salesforce pour les organismes. Donc eux, ils aident les organismes à bien gérer leur base de données de donateurs. Puis nous, on aide à faire le paiement sans aucun frais. Et donc là, il y a un partenariat qui s'est mis en place vraiment, en fait, naturellement. C'est-à-dire qu'on répondait chacun à ce que l'autre ne faisait pas et n'était même pas capable de faire, parce que nous, conseillers en Salesforce, on est incapables. Et donc, dans ces cas-là, ça va très vite. Et donc, c'est dans la complémentarité, au final, que les partenariats se font rapidement. Si on est complémentaire et qu'on peut du coup offrir une offre qui répond vraiment à un besoin, ça se fait très rapidement et le partenariat... Ouais. Alors que, en fait, aller se brancher avec chaque centre d'action bénévole, rien que technologiquement, c'est l'enfer. C'est trop compliqué. C'est débattre avec chacun de la bonne manière dont tu veux travailler. Et donc, c'est la logistique presque qui rend ça trop complexe. Avez-vous songé à vous associer avec le secteur de l'économie sociale et solidaire ? Le bénévolat n'est pas seulement essentiel au développement communautaire, il est aussi un levier d'inclusion sociale et d'éducation pour des populations vulnérables comme les personnes handicapées ou les réfugiés par exemple. En fait, on travaille, on le fait d'une certaine manière. On travaille avec beaucoup de carrefours jeunesse-emploi, donc plus pour l'inclusion, l'insertion professionnelle. C'est vrai que c'est une bonne idée. Après, notre impact notre impact sur l'inclusion, etc., il va se faire par aider l'organisme qui travaille dans ce domaine-là, dont sa mission est d'inclure des gens, d'inclure les personnes qui ont des difficultés. C'est en les aidant avec leurs dons, en les aidant avec leurs bénévoles et avec la mission qu'on a. Je pense qu'en se focalisant sur une mission précise, on est plus efficace que si on voulait faire trop de choses en même temps. Et encore une fois, avec nos emplois du temps et nos ressources limitées, oui, tout à fait. On est focalisé sur trouver des bénévoles, avoir des dons. Mais là, je parlais plus dans une logique d'expansion parce que c'est certain qu'à chaque fois, on segmente. Donc, le bénévolat des jeunes, le bénévolat adulte, le bénévolat corporatif, éventuellement le bénévolat des retraités. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup de segmentation à gérer, mais peut-être dans un futur plus ou moins proche, mettons dans les 5 prochaines années, je me demandais si c'était une avenue pour s'impliquer. On va terminer par 3 petites questions, histoire d'élargir un petit peu les horizons. Alors, Thibaut, François, quel est votre plus beau souvenir d'altruisme et de générosité ? Alors, ça peut être vécu ou transmis. Je réfléchis, c'est vraiment une bonne question. Moi, je pense que des choses que j'ai trouvées belles, c'est le tour de... surtout qu'il y avait le tour de l'île il n'y a pas longtemps. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais il y a 1 an... Et il y a 2 ans, on était en tandem avec des non-voyants. Je pense que c'est aussi le fait que... c'est le contexte qui faisait ça, mais comme tu es avec les non-voyants, donc tu pars tout devant tout le monde, puis tu as toutes les rues qui sont vides juste pour toi. Puis donc, toi, tu conduis à l'avant, puis tu as un non-voyant à l'arrière. Et je sais pas, c'est vraiment un bon souvenir, comme où tu te dis... c'est vraiment un moment magnifique, puisque la personne derrière, même si elle ne voit pas... elle sent que tu as démarré, que tu es devant, elle sent qu'il y a 20 000 personnes derrière. Un lien de confiance aussi qui s'installe. Ça, j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Moi, mon expérience récente, c'est que j'ai commencé à faire du bénévolat, donc du tutorat. Il se trouve que c'est au YMCA Pointe-Saint-Charles, et qu'il y a quand même un gros défaut, c'est qu'il est assez loin du métro. Et en hiver, pour y aller, c'est l'horreur. Tu dois prendre le métro, puis encore un bus, puis tu sors tard. Donc moi, après 2 mois, je voulais juste faire du tutorat ailleurs. Puis j'ai commencé à donner beaucoup de cours de maths à un jeune. Puis je me suis vraiment attaché. Et donc 2 ans après, je prends encore ce maudit bus. Mais ouais, ça, je pense que c'était Le lien d'attachement était plus fort finalement que le métro. La contrainte du voyage. Ouais, voilà. C'est ça, mais après, même rien que... En fait, c'est tous les jours où, quand on voit l'impact qu'on fait... Moi, je me déplace beaucoup moins que François, comme je suis concentré sur le produit. Mais à chaque fois que je sors, qu'on va à Québec ou dans des endroits comme ça, et qu'il y a un organisme qui nous dit « Ah ça, c'est vraiment super ce que vous faites, j'ai beaucoup plus de bénévoles grâce à vous, etc. »
Je pense que c'est hyper agréable à entendre. Deuxième question. Pouvez-vous citer une initiative philanthropique ou une solution apportée aux enjeux sociaux et environnementaux qui vous inspire ? Moi, j'aime bien, mais c'est triché, c'est parce que c'est des amis aussi, mais c'est vraiment cool ce qu'ils font, c'est Taisez-vous. Je ne sais pas si t'es familière. Oui. Donc eux, c'est vraiment aider les doctorants. Comme ça, on dirait pas qu'un doctorant, c'est la personne qui a le plus besoin d'aide. Mais en fait, quand tu fais ton doctorat, c'est très long, tu as beaucoup de moments de solitude. Et en fait, eux, ils organisent des retraites de rédaction dans des week-ends où ils vont aller avancer sur leur thèse tous ensemble. Et en fait, ça leur fait un bien fou. Et je trouve ça... C'est des gens qui sont tous très seuls en doctorat. Donc j'aime beaucoup leur impact. Et toi, Thibaut ? Moi, les initiatives qui me touchent en ce moment, je dirais que c'est les initiatives qui mènent à mélanger les générations. C'est quelque chose que je vis actuellement, parce que du coup, on travaille en milieu un petit peu start-up, etc. Donc, on est beaucoup d'une même classe d'âge, souvent autour de la vingtaine, la trentaine. Sachant que nous, on est français, donc on a notre famille en France. Donc, on voit rarement nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, etc. Donc, on se retrouve beaucoup entre personnes du même classe d'âge, etc. Et quand je rentre ou quand j'ai l'occasion de parler avec des personnes d'autres générations, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées, je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est quelque chose qui me manque. Et c'est ça, je connais des personnes qui travaillent dans des initiatives qui visent à mélanger les générations et je pense que c'est super important et que c'est quelque chose je ne me rendais pas compte avant et je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte personnellement. D'accord. Dernière question. Selon vous, avec quoi rime le futur de la philanthropie et du don de soi ? Moi, je pense que c'est un petit peu pour toute la société, c'est avec l'immédiateté. C'est-à-dire que avec toutes ces technologies qui se mettent en place, je pense que ça va beaucoup se passer sur il y a quelque chose qui m'émeut à la télé, une cause, une catastrophe, quelque chose qui m'émeut, et je vais pouvoir m'impliquer ou donner ou faire très facilement. Donc c'est ça, je pense que ça va aller dans une accélération un petit peu de ce genre de tous ces processus-là qui avant duraient beaucoup plus longtemps puisque il y avait d'abord des rencontres en personne, etc. Puis c'est ça. Puis moi je pense, c'est peut-être plus une réponse un peu mystique, mais je vois beaucoup d'avenir, notamment avec la perte de sens qu'on a dans nos vies. Mm-hmm. C'est-à-dire que les personnes sont beaucoup moins religieuses ou ont beaucoup moins de causes. Donc, plein de personnes ont une cause, mais finalement, ce qui reste, si on est plus religieux ou plus motivé par la politique ou quelque chose comme ça, c'est de se dire, je vais essayer de faire, c'est très cliché, mais d'améliorer le monde. Et je pense que de plus en plus de personnes pensent comme ça, pensent que c'est pas par la religion, c'est pas par la politique et l'engagement, mais vraiment par soit des projets, avec le nombre de projets qui sont lancés pour faire une société plus solidaire ou plus heureuse, ou par le bénévolat, ou par organiser une levée de fonds. Et donc je pense que c'est quelque chose la philanthropie et l'implication va gagner en ampleur quand de plus en plus de personnes voudront justement chercher ce sens. C'est ça, et moi je voulais rajouter aussi, peut-être on divague un petit peu, mais avec la robotisation de la société, ou du moins on est capable de créer des mêmes biens avec moins de ressources humaines, je pense que les gens, il y a les deux côtés qui s'opposent, il y en a qui diront qu'on va toujours vouloir produire plus, et que du coup il faudra toujours autant de travail, mais je pense moi que du coup le besoin en main d'œuvre et du coup en temps de travail va diminuer, du coup les gens auront plus de temps à eux, et pour faire, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, mais ça va notamment passer par du bénévolat ou des choses comme ça, parce qu'au final moi je suis très optimiste, c'est-à-dire que je me dis que l'homme il ne veut pas s'enfermer dans un enfer avec une société horrible où personne ne se parle, personne ne se voit, personne n'a envie de ça, donc les gens ils vont continuer à se parler et à se voir, etc. Donc je pense qu'avec la diminution du temps de travail et la qualité de l'homme à toujours vouloir interagir, ça va aller vers plus d'interaction et plus de choses qui vont se passer côté artistique, social, dans ces domaines-là.
Merci beaucoup François et Thibaut d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je rappelle qu'on peut vous Plaisir. suivre votre actualité sur Facebook, LinkedIn. Si vous êtes un individu, une entreprise ou un organisme, n'hésitez pas à faire un tour sur Simplique. Je suis certaine que vous aurez le déclic pour le bénévolat. Tout à fait. Est-ce que les gens savent comment écrire cela? C'est Je la te question. laisse les plaies. SIMPLYK. Parfait. Et si on souhaite vous joindre directement, à quelle adresse peut-on vous écrire? C'est facile, c'est François à commercial, donc simplique.io, donc comme le site, ou Thibaut, sans L, à commercial simplique.io. Parfait. Merci beaucoup les garçons. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.